On m'a demandé de revenir sur ce qui fonde les valeurs de la République. Vous savez que ça fait longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant, que je me suis penchée sur la révision de l'histoire telle qu'on nous l'a apprise. Et j'ai fait il y a quelques années une conférence pour raconter comment est née la République, et c'est le fond de cette conférence que je voudrais vous rappeler aujourd'hui. La République est née 3 ans après le début de la Révolution, qui fut une succession de coups d'État. Réunis pour régler le problème de la dette publique, savamment organisé depuis près de 30 ans, les États généraux se sont autoproclamés Assemblée nationale le 17 juin 1789, sans aucun mandat pour le faire. Des violences affreuses ont été organisées par les affidés du duc d'Orléans, qui était grand maître de la franc-maçonnerie, et le 14 juillet, ces gens ont pris le pouvoir à Paris et organisé une force armée bourgeoise, la Garde nationale. Les 4 et 6 octobre suivants, second coup d'État de l'Assemblée constituante qui ramène le roi à Paris. Assemblée constituante, c'est-à-dire que les États généraux se sont autoproclamés Assemblée constituante et ils sont allés chercher le roi à Versailles pour le ramener à Paris. Et ils l'ont privé le même jour du droit de participer à la confection des lois. Le roi n'était donc plus le roi. Qu'en disait le peuple et qu'en voulait le peuple, on ne saura pas. Août 1791, 2 ans ont passé. Il y a des assemblées, des élections pour une assemblée législative, assemblée à laquelle seuls les possédants vont voter. 20 avril 1792, alors que tout le bassin parisien est en état d'insurrection contre la cherté des vivres et l'interdiction d'en fixer le prix. L'Assemblée déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, le roi n'a plus aucun pouvoir, le peuple est donc sans défense. À Étampes, une foule en furie piétine à mort le maire, Simoneau, qui avait donné l'ordre de tirer sur le peuple qui voulait la taxation, c'est-à-dire la fixation par la négociation du prix du pain, alors que la nouvelle législation voulait que le prix du pain soit fixé par la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire par la logique capitaliste. Le maire d'Étampes sera le premier martyr de la liberté du commerce, la liberté de s'enrichir. La mobilisation aux frontières va calmer tous ces séditieux qui sont en état d'insurrection dans tout le bassin parisien. L'Assemblée voulut faire signer au roi un décret de déportation des prêtres réfractaires. Qu'est-ce que c'était que les prêtres réfractaires? Un prêtre réfractaire était un prêtre qui, en conscience, refusait de signer sa soumission au pouvoir civil et à l'économie de marché. Le roi, en son âme et conscience, et parce qu'il en avait le droit, a refusé de signer, et il avait ce droit, il en a usé. C'était donc de ce fait un tyran. Un assaut violent le 20 juin contre ce château des Tuileries a expliqué au roi qu'il n'était plus le roi et qu'il devait à présent obéir à l'émeute. La réaction du roi à cet assaut violent du 20 juin fut la suivante. Le roi n'a opposé aux menaces et aux insultes des factieux que sa conscience et son amour pour le bien public. Le roi ignore quel sera le terme où ils voudront s'arrêter, mais il a besoin de dire à la nation française que la violence, à quelque excès qu'on le veuille la porter, ne lui arrachera jamais un consentement à tout ce qu'il croira contraire à l'intérêt public. Comme représentant héréditaire de la nation française, il a des devoirs sévères à accomplir, et s'il peut faire le sacrifice de son repos, il ne fera jamais le sacrifice de ses devoirs. Dans l'état de crise où elle se trouve, le roi donnera jusqu'au dernier moment à toutes les autorités constituées l'exemple du courage et de la fermeté. En conséquence, il ordonne à tous les corps administratifs et municipalités de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés. Fait à Paris le 22 juin 1792. Le roi était désormais désarmé. On lui avait retiré jusqu'à sa garde. On organisa une nouvelle fête de la Fédération et on écrivit à Marseille qu'il envoie 600 hommes qui sachent mourir avec des canons. Ce sera le début de la marche des Marseillais. En fait, qui étaient ces Marseillais? Ils étaient le rebut des prisons du pourtour méditerranéen rassemblés à Marseille et qui ont commencé leur marche vers Paris. Un député marseillais est monté à la tribune à Paris en disant « Spadassin, suppôt de mauvais lieu, tout fut trouvé bon. Les véritables Marseillais, ils sont en petit nombre. » En fait, les véritables Marseillais avaient été mobilisés et ils étaient aux frontières. Peine perdue, on n'a pas écouté ce député marseillais et on l'a chassé.
Les Marseillais sont arrivés à Paris le 30 juillet en chantant un hymne qui va porter leur nom, la Marseillaise. Ils vont y semer la terreur et personne ne les arrêtera. Le maire de Paris les autorisa à commettre toutes les exactions en toute impunité. Il pourchassait jusque chez eux les députés qui votaient mal à l'Assemblée. La force publique était entre les mains du maire franc-maçon et de la commune de Paris, la commune, c'est-à-dire le gouvernement de Paris. La chute de la royauté fut décidée par un directoire secret des fédérés réunis aux Jacobins. Le Jacobin était la salle des Jacobins était la salle de réunion à l'ancien couvent des Jacobins où se réunissait la Société des Amis de la Constitution, c'est-à-dire un club de pensée franc-maçon. C'est-à-dire que la chute de la royauté a été décidée par un directoire secret entre tous ces gens qui s'étaient imposés par la force et par la violence. Il y avait 4000 clubs affiliés aux Jacobins à Paris qui leur obéissaient au doigt et à l'œil. Paris tyrannisait la France entière. Le maire de Paris, Pétion, fut élu par 9000 voix contre 3000 à Lafayette lors des dernières élections municipales. Or, il y avait 200 000 inscrits à Paris. Le maire de Paris fut donc élu avec 4,5% des inscrits et 1,8% de la population parisienne. Le 30 juillet de cette même année arriva le manifeste de Brunswick qui menaçait les Parisiens. Qui était Brunswick? Il était le chef d'état-major des armées coalisées à qui la France avait déclaré la guerre. Et ce Brunswick était un franc-maçon, allié des francs-maçons jacobins, qu'il servait par sa menace. En menaçant les Parisiens, il donnait aux Jacobins un argument contre le roi qu'on dirait complice de cette menace. Le roi n'était même pas au courant, alors qu'on l'accusa d'en être à l'origine. Voici ce que dit le roi Louis XVI quand il prit connaissance de ce qu'était le manifeste de Brunswick. Il écrit « Il circule depuis quelques jours un écrit intitulé « Déclaration du duc de Brunswick, commandant des armées combinées de leur majesté l'empereur et le roi de Prusse ». Cet écrit ne présente aucun des caractères qui pourraient en garantir l'authenticité. Il n'a été envoyé par aucun de mes ministres dans les diverses cours d'Allemagne qui avoisinent le plus nos frontières. Ceux qui savent ce que valent à mes yeux le sang et la fortune du peuple croiront à mes inquiétudes et à mes chagrins. Jamais on ne me verra composer sur la gloire ou sur les intérêts de la nation, recevoir la loi des étrangers ou celle d'un parti. C'est à la nation que je me dois, je ne fais qu'un avec elle, aucun intérêt ne saurait m'en séparer, elle sera seule écoutée. Je maintiendrai jusqu'à mon dernier soupir l'indépendance nationale. Et le 31 juillet, il écrivait « Depuis quelques jours, la tranquillité publique est troublée dans la capitale et des actes de violence s'y répètent avec une scandaleuse impunité. Hier en particulier, pendant toute la journée, des vexations sans nombre ont été commises, les propriétés, les personnes, rien n'a été respecté. Des citoyens ont été arrêtés dans leur route, plusieurs ont été insultés, quelques-uns même ont été victimes de coups qui ont été portés dans les Champs-Élysées. Et par un attentat à la liberté individuelle plus inconcevable encore, 2 citoyens ont été constitués prisonniers par les Marseillais, c'est moi qui ajoute, et détenus en charte privée dans la même ville où les détentions arbitraires ont été justement placées au nombre des crimes que notre législation punit le plus sévèrement. Des heures se sont écoulées avant qu'ils aient été remis entre les mains d'un juge de paix. Le roi n'a pu voir sans indignation les lois violées avec tant d'audace sous les yeux du corps législatif et sous les siens. Son premier devoir est de garantir à chaque individu la liberté et la sûreté que la Constitution lui promet. » Fin de citation. Le roi n'avait plus le pouvoir d'arrêter toutes ces horreurs. Le 3 août, le maire Pétion annonça à l'Assemblée, de la part de la commune, qu'il voulait que le duc d'Orléans prenne la place du roi. On voulait donc remplacer Louis XVI et pas fonder une république. Le 9 août, au soir, Danton fit donner 100 cartouches au bataillon marseillais et on les refusait à la garde nationale qui était quand même censée obéir à l'autorité publique. À 1h du matin, on sonna le tocsin. La commune du 14 juillet était remplacée par la commune insurrectionnelle, c'est-à-dire qu'un coup d'État absolument violent a fait remplacer les gens élus à la précédente municipalité par une commune insurrectionnelle. Cette nouvelle commune convoqua le commandant de la garde nationale et le massacra sur le champ. Il le remplaça par un brasseur, le dénommé Santerre. À 8h, le 10 août 1792, la famille royale se réfugia à l'Assemblée nationale. Elle avait le jardin des Tuileries à traverser pour se mettre à l'abri. L'assaut du château fut lancé. Ce fut un déchaînement d'atrocités absolument
indicible. Des hommes, des femmes, des enfants furent massacrés, brûlés vifs, mutilés et même mangés. On but du sang d'hommes encore palpitants et on massacra jusqu'aux chiens. Au son des hurlements des victimes de l'assaut, l'Assemblée législative crut se voir arriver au terme de son projet, gouverner la France avec un roi potiche. Une convention nationale fut convoquée. Une convention, ce serait une nouvelle constitution, la convention étant un mot à consonance tout à fait maçonnique. On préparait en fait l'arrivée du duc d'Orléans. Il s'agissait de changer de dynastie, mais pas de renverser la royauté. Franc-maçon, cousin du roi, un des organisateurs de la Révolution depuis le début et avant, tel était le duc d'Orléans. En fait, la Commune vint à l'Assemblée nationale donner ses ordres. Elle renversa la royauté et la famille royale fut mise à la prison du Temple. L'Assemblée nationale désormais lui obéit, ce fut la dictature de la Commune. Marat en était le journaliste officiel. Le 10 août au soir, la Commune ferma les portes de Paris. Elle annonça à l'Assemblée le 11 au matin, la sortie de la ville est provisoirement interdite. L'Assemblée approuva la fermeture de Paris et spécifia que, dans les circonstances qui intéresseront le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par les commissaires de la Commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé d'au moins 6 membres. Pour rentrer chez eux, les députés devaient demander la permission à la Commune qui avait pris le pouvoir par le meurtre. Le 12 août, elle ferma les journaux. Marat en récupéra les presses et les caractères pour son journal. Le 17 août, elle constitua un tribunal criminel par élection des juges. Le 24, les premières têtes commencèrent à rouler. Ce furent tous les témoins à décharge du roi. Dès le 29 août commença la préparation des massacres. On recruta des citoyens nécessiteux propres à porter les armes et on leur alloua un salaire. Tous les citoyens absents de chez eux devaient rentrer chez eux. Les maisons devaient être éclairées à la fenêtre toute la nuit. Des visites domiciliaires furent annoncées dans chaque quartier. On pouvait venir sonner chez vous, vous étiez obligé d'ouvrir et de vous laisser pénétrer votre domicile par des inconnus. Toutes les voitures devaient être rémisées dans leur garage, dans leurs entrepôts à 10 heures du soir. Et le 30 au matin, les prisons étaient combles. On avait arrêté des dizaines et des centaines de gens. Au Conseil général de la Commune, on décréta « Il est arrêté que les sections seront chargées d'examiner et de juger, sous leur responsabilité, tous les citoyens arrêtés cette nuit. » Le dimanche 2 septembre au matin, on ferma les barrières de la ville, on réquisitionna tous les chevaux et on fit donner le canon d'alarme. Les prisons étaient bondées de toutes les personnes arrêtées depuis le 10. On fit sortir ceux qu'on voulait protéger, notamment Marat sauva un de ses amis qui avait volé 100 000 livres le 10 août. Il a réussi à le faire sortir. Alors, pour information, 100 000 livres, c'était l'équivalent d'à peu près 3 millions d'euros. En faisant des calculs par rapport au coût de la vie. Ce sont des différents calculs que j'ai faits qui ne sont pas absolus, mais qui donnent une idée de grandeur. À 14h30, le dimanche 2 septembre, on commença par massacrer les prêtres. Le soir, on massacra les prisonniers de droit commun au Châtelet. On massacrait à coups de sabre, de piques, de masses, des centaines de gens désarmés. Ce fut une furie, une sauvagerie sans nom. Ça dura 5 jours, le sang coulait dans les rues. Les mêmes scènes de barbarie, de cannibalisme et d'outrage se répétèrent. À Bicêtre, le bâtiment de l'hôpital général destiné aux hommes et aux jeunes garçons, on massacra 33 enfants dont on fit un tas. À la Salpêtrière, on libéra les jeunes filles et on viola les petites filles dans leur dortoir pendant toute la nuit. Puis on massacra des prisonnières. Les prisonnières de la prison, c'est-à-dire les prisonnières de l'hôpital général qui étaient enfermées dans ce qu'on appelle la force. Les autorités de la Salpêtrière n'ont pas cessé d'appeler à l'aide. En vain, personne n'est venu pour les aider à arrêter les meurtriers. La Commune lança un appel au meurtre généralisé dans tout le pays au nom du droit des peuples à se venger. On accusait les victimes d'avoir voulu égorger le peuple, c'est-à-dire qu'il fut dit qu'on avait massacré des gens qui s'apprêtaient à vouloir égorger le peuple, comme si du fond d'une prison on pouvait organiser un complot pour égorger le peuple. Ça n'a absolument aucun sens. Tous les appels à faire cesser le massacre furent vains, il fallait que justice se fasse. 1500 innocents furent abominablement hachés vivants. Robespierre dira de ces massacres que c'était un mouvement populaire. Nous n'avons point failli, j'en jure, par le trône renversé et par la République qui s'élève, dit-il.
Pour Marat, on avait délivré Paris d'autant d'ennemis de la République. Je cite, « Qui de vous, messieurs, eût osé me faire un crime d'avoir appelé sur les têtes coupables des scélérats la hache des vengeances populaires ?» Quels scélérats? Les enfants de la Salpêtrière, les petites filles de la Salpêtrière violées ou les petits garçons de Bicêtre, on avait fait un tas. C'était absolument épouvantable. Le bilan de ces 5 jours de massacre perpétrés par 200 assassins dans 9 prisons, alors que 50 000 gardes nationaux pouvaient les arrêter si on leur en avait donné l'ordre. On a retrouvé les factures et les procès-verbaux de section, les massacreurs ont tous été rémunérés, on a leur signature sur les quittances. Ainsi est née la République. On a ensuite convoqué la Convention, la nouvelle Assemblée constituante, avec un nom bien franc-maçon, pour dès le 10 août. Dès le 10 août, pardon, on avait convoqué la nouvelle Convention et on avait supprimé la notion qui avait eu lieu précédemment de citoyen actif ou passif, c'est-à-dire riche ou pauvre, qui avait eu cours à la précédente Assemblée. Donc, tout citoyen de 21 ans pouvait désormais voter, c'est-à-dire qu'on avait élargi la possibilité de voter. Or, on pouvait voter si on était un homme. Évidemment, les femmes ne votaient pas, alors que dans l'ancien temps, dans les communes, bien sûr, dans les communes et dans les métiers, elles votaient. Mais il fallait être un homme, il ne fallait pas être domestique et il fallait vivre de son travail, c'est-à-dire pas être chômeur. Eh bien, les assemblées primaires ont nommé les électeurs, les assemblées primaires nommaient les électeurs qui nommaient les députés, c'est-à-dire que ce n'était pas un scrutin direct. Or, les assemblées primaires se réunissaient la nuit dans les églises, et la nuit en général, les gens normaux dorment, donc la nuit, ceux qui restaient, c'était les plus actifs. Donc, ces assemblées primaires ont nommé des électeurs, qui ont nommé les députés dans la salle des Jacobins, c'est-à-dire dans un lieu hautement politique et absolument pas libre, c'était complètement sous la coupe des francs-maçons. Le vote s'est effectué à voix haute, par appel nominal et en présence du public, c'est-à-dire que ça a été un vote en assemblée générale sous la pression des hurlements de la foule. Les massacres de septembre se sont déroulés entre la nomination des électeurs et la nomination des députés en pleine terreur. L'abstention aux élections à la Convention fut de 90%, alors que le mode de scrutin avait été élargi. C'est-à-dire que sur 7 millions de votants potentiels, on ne recueillit que 700 000 suffrages. La population française était de 28 millions d'habitants. 25% d'entre eux étaient censés s'exprimer. Seul 2,5% de la population s'exprima. Il y aura en tout 749 députés. Le 20 septembre eut lieu à Valmy la victoire des armées de Dumouriez, le général français, contre Brunswick, le fameux général en chef de la coalition anti-française. On dit que c'est la victoire du peuple sans culotte contre des armées royales. Eh bien, voir. Vérification faite, Dumouriez et Brunswick n'étaient pas seulement tous les deux francs-maçons, ils appartenaient tous deux à l'ordre des frères de Saint Jean l'Évangéliste d'Asie et d'Europe, c'est-à-dire une secte satanique issue du sabbataïsme et du franquisme qui prônait l'ordre nouveau par le chaos, le mal pour le mal par le mal. La bataille de Valmy n'a pas eu lieu, Brunswick s'est simplement retiré. Et c'est à cause de cette glorieuse victoire que la République fut proclamée le 21 septembre 1792 à l'unanimité. L'unanimité des députés représentant 2,5% de la population. Ces députés n'étaient que 200 car la majorité n'ont pas pu arriver parce que les portes de Paris étaient fermées. On a donc fait voter que les députés déjà présents. 25% des représentants de 2,5% de la population, cela fait les représentants de 0,6% de la population française qui ont, sous influence et dans un climat de terreur, aboli 12 siècles de monarchie au nom du peuple. Voilà ce qui a donné naissance aux valeurs de la République. Je pense que ce récit, que j'ai déjà fait à différentes reprises, va évoquer un certain nombre d'événements récents à un certain nombre de gens. Il y a de moins en moins de personnes qui votent, celles qui votent sont de moins en moins écoutées de toute façon, et on a de moins en moins de prise sur le déroulé des élections et des résultats. Nous sommes dans une situation qui vraiment a énormément de points de comparaison avec ce qui s'est passé il y a maintenant 230, 240 ans.
Voilà. Donc la République est née dans la terreur et dans le mensonge. Je pense que le mensonge, c'est quelque chose. Si je vous dis que tout le système actuel se maintient dans le mensonge, je suppose que vous comprenez de quoi je parle. À l'époque, c'était déjà la même chose. Faire croire qu'on allait remplacer un roi tyran par une assemblée démocratique, c'était juste l'inverse. On a fait taire tous les gens qui n'étaient pas d'accord. On a régné par la terreur et on a commis des atrocités absolument indicibles, mais indicibles. On m'a demandé à différentes reprises, alors je voudrais là spécifier quelque chose. On m'a demandé à différentes reprises pourquoi je ne voudrais pas donner des détails sur les atrocités commises. Eh bien, jusqu'à présent, je m'y suis refusé. Je ne m'y refuse pas dans l'absolu, je m'y suis jusqu'à présent refusé parce que je n'ai pas trouvé le moyen terme entre donner des descriptions atroces qui vont choquer les gens et leur faire se boucher les oreilles et passer à côté de la vérité, ou alors donner des vérités importantes à dire et qui vont donner satisfaction à des gens qui se repaissent d'atrocités. J'ai compris, j'ai pas compris tout de suite, mais j'ai fini par comprendre que quand vous racontez des atrocités, vous excitez des gens qui adorent ça. Et je veux pas faire plaisir à ces gens-là. Voilà. Donc, je n'ai pour l'instant pas trouvé la solution. On m'a demandé à différentes reprises de donner des liens. Eh bien, la plupart des gens de l'époque avaient les mêmes pudeurs en disant on peut pas dire, mais on laissait comprendre que c'était du capitalisme, que les gens ont été embrochés. Enfin, c'est insoutenable. C'est insoutenable, insoutenable. Et lire des récits précis d'atrocités, eh bien, je suis pas sûr qu'on soit tenu de dire ça, en tout cas de dire dans une vidéo. Je pense que ça n'est pas approprié. Maintenant, si on a des arguments à développer pour que je donne des détails, je peux essayer. Je n'ai pas une position très arrêtée sur ce sujet. Et notamment, je pourrais raconter les atrocités qui ont été commises dans les couvents sur les religieuses. Et ça, c'est insoutenable, c'est insoutenable. Il faut savoir ça quand même, il faut le savoir. Il faut trouver le moyen de le faire savoir. Voilà. Alors, Marion, la Révolution française est, dans l'imaginaire collectif, une révolution populaire. Il s'agit du peuple français qui aurait souhaité abattre la monarchie. Or, on constate, en réétudiant l'histoire, si j'ose dire, qu'une grande partie des Français étaient opposés à la Révolution. Mais bien sûr, bien sûr. Mais la majeure partie des Français étaient opposés à la Révolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi étaient constituées les foules de la Révolution. C'est ça la chose. Vous avez, à partir du moment où, dès le début de la Révolution, on a envoyé au chômage tous les gens qui étaient précédemment incorporés en supprimant les corporations. On a jeté sur un marché du travail naissant des foules qui ont perdu leur dignité, leur niveau de vie et leur travail. Ces gens-là ont été facilement achetables, enfin pas tous bien évidemment, hein, il restait des gens qui avaient certainement encore leur morale, mais on a fourni à des gens susceptibles de recruter contre de l'argent des hommes de main. Bon, ça c'est une première chose qui a pu constituer les foules de la Révolution. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait ce que je raconte sur les Marseillais. Les Marseillais, ce qu'on a appelé les Marseillais, ils n'étaient pas de Marseille, c'était des gens qui ont été recrutés beaucoup par Mirabeau dans les mois qui ont précédé la Révolution. On ramassait des gens sortant de prison, des délinquants, des traînes savates et des gens à qui on dit on vous donne de l'argent, venez, c'est open bar, vous aurez le droit de faire tout ce qu'on veut, on vous couvre, tout ce que vous voulez, on vous couvre. D'ailleurs, je crois que c'est historiquement c'est répétitif, ça se passe toujours comme ça. Moi, j'ai étudié notamment comment ont été perpétrées les horreurs en Turquie au moment du génocide arménien. On est allé chercher des gens dans les prisons, on les a chauffés à blanc, on leur disait allez-y, on vous couvre, allez-y, on vous couvre. Donc, je dis pas que tous les prisonniers sont des gens susceptibles de commettre des atrocités, mais il y en a quand même plus dans un bagne ou dans des prisons le long des ports de la Méditerranée que dans une population jusque-là paisible. Donc, ce sont des spadassins, ce sont des hommes de main qui ont été recrutés en très, très grande quantité. Et à un moment donné, j'ai même trouvé que je crois que c'est, je ne sais plus exactement, c'est un roi a écrit à Louis XVI en lui disant « Méfiez-vous, des hordes sont en train de se constituer qui vont marcher sur Paris ».
Je ne peux pas donner la référence très précisément, je pourrais la retrouver, mais je ne la connais pas par cœur. Donc, ça s'est préparé pendant vraiment des mois et des mois avant le début de la Révolution. Donc, la Révolution, ça n'a pas du tout été une révolution populaire. La foule n'est pas forcément assimilable au peuple. Le peuple d'un pays, c'est son peuple qui travaille, c'est son peuple qui fait vivre le pays, qui vit paisiblement, qui participe aux assemblées, des spadassins chauffés à blanc et payés par des traîtres ne peuvent pas être considérés comme le peuple. Donc le peuple, quand on lui a demandé de s'exprimer, eh bien, à 90%, il a refusé de voter pour la Convention, 90% a refusé de se déplacer. C'est pas que ça les intéressait pas, c'est qu'ils avaient compris que ces gens qui leur imposaient l'économie de marché depuis 3 ans, ils voulaient pas voter pour eux. Parce qu'en fait, c'est ça le début de la Révolution. Qu'est-ce que c'est le début de la Révolution? C'est on légalise la libre circulation on constitutionnalise la libre circulation des subsistances. C'est-à-dire, c'est le marchand qui fera la loi. Le marchand dit non, c'est pas moi qui fais la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si le client veut pas acheter le prix que je lui dis, il pourra l'obtenir moins cher. Rien du tout. Le client, la fin tenaille et quand vous allez au marché et que le marchand vous dit c'est 10 alors que hier c'était 5, et bien vous paierez 10 ou vous partirez le ventre creux. Donc c'est ça. Ça a été l'instauration de l'économie de marché et ça, tout le peuple était contre. Et le peuple était contre depuis le début. Ça faisait 30 ans qu'il y avait des tentatives d'instaurer l'économie de marché. Le peuple avait dit non une fois, il avait dit non 2 fois, il avait dit non 3 fois, il a toujours dit non. Une fois qu'on a mis le roi sous tutelle, le roi ne pouvait plus revenir sur ses précédentes déclarations et il a fallu la terreur pour l'imposer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le peuple était absolument majoritairement opposé à toutes ces horreurs et surtout opposé à l'économie de marché, opposé à la suppression des corporations. Donc tout ça, ça a été des entreprises organisées en loge, hein, c'était des choses qui étaient organisées, et puis pas qu'en France, hein, les loges c'était européen, l'instauration de l'économie de marché à l'échelle européenne, ça intéressait tous les bourgeois de l'époque, hein, d'ici et d'ailleurs. En plus de ça, la France étant un pays très catholique, opposé becs et ongles à l'économie de marché pendant longtemps, enfin à la tutelle des marchands pendant longtemps, il fallait rien de moins qu'une révolution pour tout renverser et enfin réussir, une fois que la France serait tombée dans l'escarcelle des capitalistes, eh bien les capitalistes auraient gagné à l'échelle de l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le déchaînement antichrétien, ça a été ça, parce que pendant longtemps, l'Église était la seule instance qui disait non, nous ne voulons pas. Les prêtres réfractaires étaient des prêtres qui ne voulaient pas signer, jurer allégeance à une constitution qu'avait constitutionnalisé, d'une part l'économie de marché et d'autre part mis l'Église sous la tutelle de l'État. Mais c'était impensable. L'Église n'avait pas à être sous la tutelle de l'État. C'était impensable. Bon, il y a eu plusieurs rois qui ont rêvé d'avoir l'Église sous leur tutelle et il y a eu des bagarres épiques, mais l'Église est quand même toujours, malgré tout, restée indépendante, d'abord parce qu'elle avait son propre budget par la dîme, et d'autre part parce que l'Église obéissait, pour ce qui concerne ceux qui la regardaient, à une autorité extérieure qui était le pape et qu'elle n'avait pas à entrer dans les considérations rigoureusement internes, et de ce fait, l'Église n'avait pas à obéir à un régime plutôt qu'à un autre. Elle conservait son indépendance. Et le rêve de la Révolution a été non seulement d'instaurer l'économie de marché, mais de mettre l'Église sous sa tutelle. Et c'est ce qu'ils ont fait en instaurant ce qu'ils ont appelé la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'un prêtre allait désormais être élu de sa commune. Et si dans sa commune, il y avait des juifs et des protestants, ben, ils allaient élire le prêtre pareil. Bon, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, c'est plus ce que c'était. Ça n'a plus de sens, c'est un renversement. Il est bien évident que l'idée, c'est pour les bourgeois d'avoir une église à sa botte qui va valider toutes leurs décisions. D'ailleurs, bien avant, dès l'époque des Lumières, à la première apparition des Lumières au pouvoir, c'est-à-dire Turgot s'est immédiatement penché, lors de ses premières mesures, vers l'archevêque de Paris en disant « Monseigneur, voulez-vous bien faire prêcher en chair que ceci, que cela ?» Monseigneur a dit « Mais pas du tout, hors de question, je ne vais pas faire prêcher. » Et vous savez ce qu'il voulait lui faire prêcher? Il voulait faire prêcher la suppression du lundi de Pentecôte. Hein? Pourquoi? Mais parce que travailler plus pour gagner plus, vos gens, ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de revenus, mais il n'y a qu'à les faire travailler les jours de fête, et puis ces jours-là, comme ça, ils travailleront plus, ils gagneront plus. L'archevêque de Paris a dit non, ça sera sans moi. Bon, mais on retrouve. Pardon, vas-y, viens. Non, mais c'est ce que je veux dire. On retrouve toujours les mêmes trucs, quoi. Le lundi de Pentecôte, c'est revenu, je crois que c'est Raffarin qui a dit on va travailler le lundi de Pentecôte. Ah bah comme ça, on va résoudre le chômage. Hein, on a vu. Attendez,
Et puis si on supprime les dimanches et fêtes et les jours fériés, et si on fait travailler les gens 23 heures sur 24, on finira par avoir, on finira par résorber le chômage. Non mais sans blague. Et puis on va rétablir l'esclavage. Si tout le monde est esclave, il n'y aura plus de chômeurs. On est bien d'accord. Non mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Ces gens-là parlent pour eux-mêmes. Et ils passent leur temps à dire qu'ils parlent au nom du peuple. C'est évident que non. C'est évident que non. Le peuple, quand il s'est exprimé, on l'a massacré. Ça a été la Vendée, ça a été Lyon. Lyon, le martyr de Toulon. De Lyon, il faudra que je vous raconte ça un jour. J'ai fait une vidéo, elle n'a jamais été mise en ligne parce que les gens avec qui m'avaient invité à la faire ont jugé que gna gna gna. Bon, cette vidéo n'a pas été mise en ligne. Je peux la recommencer. Ce qu'on a fait à Lyon, qui voulait simplement prendre son destin en main, c'est absolument hallucinant. Lyon a perdu la moitié de sa population, quelque chose comme ça. Lyon a perdu, j'ai plus les chiffres en tête, Lyon a perdu autant d'habitants en 3 ans que la peste à Marseille 100 ans avant. Sans oublier ce qui a été infligé aux Vendéens. Pardon ? Sans oublier ce qui a été infligé aux Vendéens, les massacres qu'ont subis les Vendéens, les noyés de Nantes qui restent encore dans la mémoire collective des gens de cette région. Des horreurs au nom de la Révolution ont été commises à foison. Mais tu vois, il y a un détail quand même qui devrait éclairer nos internautes. Pour tous les crimes, on peut se poser la question à qui profite le crime. Oui. Et moi, il y a un détail qui m'est resté gravé dans la mémoire. C'est les députés réunis en convention le 2 octobre 1789 ont voté la légalisation de l'usure. Absolument. Ouais, l'argent est une marchandise comme une autre. Absolument. Voilà. Ouais. Donnant par là même le pouvoir aux banquiers. Absolument. Absolument. Et ça, c'était impensable avant. L'usure a toujours été considérée. D'ailleurs, c'est important de voir que l'usure est considérée dans toutes les religions et dans toutes les civilisations comme un mal. C'est pas un bien, c'est un mal. L'usure, c'est s'enrichir s'enrichir en dormant. Bon. Or, l'usure, c'était le prêt à intérêt. Maintenant, c'est devenu le prêt à intérêt à taux abusif, mais ça a toujours été le prêt à intérêt. Alors, il est bien évident que les gens qui voulaient emprunter de l'argent étaient bien capables d'en promettre au moment de le rendre pour qu'on veuille bien leur en prêter. Donc, l'interdiction de l'usure a toujours été détournée d'une façon ou d'une autre, mais logiquement, l'usure a toujours été considérée. Moi, j'ai retrouvé des textes qui datent des Romains, des Romains de l'Antiquité romaine, qui disaient l'usure, c'est du vol. L'usure, c'est du vol. Donc, il faut trouver le moyen, si les gens ont besoin d'emprunter, de faire en sorte qu'ils puissent le faire à la satisfaction de tout le monde. Mais le principe que vous êtes dans la nécessité et quelqu'un va vous prêter en échange de quoi vous allez lui rendre plus, ça a toujours été considéré dans toutes les grandes religions, dans toutes les civilisations, comme le mal. Et bien, la Révolution, elle a dit non, c'est bien. C'est bien. Oui, d'ailleurs. Turgot, il a fait l'éloge de l'usure. C'est un point commun aux 3 religions du livre, du judaïsme, du christianisme et l'islam. L'usure est considérée comme quelque chose de mauvais. Alors, on peut comprendre que les révolutionnaires, entre guillemets, aient voulu se débarrasser d'un obstacle majeur à cette nouvelle loi favorisant et légalisant l'usure, c'était les prêtres. Il fallait diminuer le plus possible la quantité de prêtres en diminuant justement le nombre d'adversaires à l'usure. Mais finalement, Marion, tout à l'heure en antenne, je te disais, pour moi, la Révolution française, et je dois te rendre justice et hommage parce que tu es la première personne qui a allumé une lampe dans ma tête et qui m'a donné envie d'en savoir plus, de découvrir ce qui est resté caché de la Révolution française. Et quand les Français découvriront ce qui a été caché de la Révolution française, ils comprendront que cette révolution a été financée par les usuriers et mise en œuvre par les francs-maçons qui ont créé la République. Et aujourd'hui, on dit la République ou la mort. C'est vraiment une maxime franc-maçonne, quoi. Soit tu acceptes la République, soit on va te faire mourir. C'est présenté comme quelque chose d'inamovible, de gravé dans la pierre pour rester là. Alors,
Bon, bien évidemment, quand on découvre que la première loi votée le 2 octobre 89, c'est la légalisation de l'usure, déjà on comprend à qui a profité le crime et on peut comprendre plus aisément qui a organisé ce chaos énorme pour mettre un terme à la monarchie qui s'opposait à l'usure depuis 12 siècles et au pouvoir de l'Église qui était sur la même position. Et le pouvoir de l'Église et le pouvoir du roi qui s'opposaient à l'économie de marché concernant les grains, c'est-à-dire à l'économie de marché en général, mais tout particulièrement pour ce qui concerne les subsistances. Le marché des subsistances était très, très rigoureusement surveillé par la police du roi, et la révolution a consisté à dire, il n'y a plus de police, c'est la loi de l'offre et de la demande qui fera le prix des denrées. Et la loi de l'offre et de la demande qui fera le prix des denrées, devinez ce qui s'est passé, les denrées ont flambé, non, sans blague, sans blague. Sans blague, quelle surprise. Quelle surprise. Il y a un autre... C'est récurrent dans tous les récits de la Révolution, c'est les queues devant les boulangeries. Hein. Alors, il est parce que le roi, il mangeait trop, c'est ça, le roi et la reine, ils mangeaient trop, ils bouffaient tout et il n'y avait plus rien. Non, mais sans blague, sans blague. Parce que le grain était accaparé ailleurs, et puis qu'il n'y avait plus de police il y avait plus de police des grains pour. La police des grains, c'était la police du roi. On supprime le roi, on supprime la police des grains. Il n'a jamais été question. Alors après, les révolutionnaires, ils ont pris des mesures drastiques, ils ont fait la loi du maximum. Alors on n'avait pas le droit de dépasser un certain taux, mais c'était un taux qu'on appliquait partout sans négociation. La police du roi, avant, quand on taxait les marchandises, c'était pas une taxation autoritaire venue d'en haut, c'était une taxation négociée à la base en fonction des données présentes, C'était jamais quelque chose d'autoritaire. Toute taxation était l'objet d'une négociation. Sous l'autorité du roi, sous l'autorité de la police du roi, mais c'était toujours l'objet d'une négociation. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas on n'avait pas s'imaginer qu'on va taxer le blé en faisant en sorte que le marchand il soit complètement démuni. C'est pas vrai. C'était négocié, c'était au mieux pour tout le monde. Eh bien, le capitalisme a voulu, non, on ne taxe plus rien. C'est la loi du marché, comme si la loi du marché c'était une espèce de grand Manitou bienveillant qui va tout aplanir. Tu parles, la loi du marché, c'est la loi du plus fort. Hein. C'est la loi du plus fort. Et quand les gens ont faim, ils sont faibles. Alors, il y a un autre élément sur lequel on pourrait tous réfléchir en effectuant quelques recherches. J'ai trouvé une information qui est extrêmement parlante. À l'époque de Louis XVI, chaque Français travaillait 18 jours par an pour payer taxes et impôts. Grâce à M. Moscovici, qui a été un ministre de l'économie dans un gouvernement socialiste, prétendument socialiste, on a découvert dernièrement que les Français travaillaient du 1er janvier au 20 juillet ou 25 juillet pour payer l'ensemble des impôts et taxes. Donc on est passé de 18 jours par an sous la monarchie à peu près 210 jours par an sous la démocratie, sous la République maçonnique. Absolument. Les gens avaient beaucoup plus de liberté. La population avait infiniment plus de liberté jadis qu'aujourd'hui. Infiniment plus. Et je parle d'avant la crise récente, parce que là, la chute de nos libertés publiques depuis ces 2-3 dernières années, ça a été absolument dramatique. Mais même sans aller jusqu'à cette date récente, la perte de nos libertés, c'est vertigineux. C'est vertigineux. On n'imagine pas, j'ai l'habitude de dire, on n'imagine pas qu'un ministre, quel qu'il soit, aille expliquer aux maîtres d'école ce qu'ils doivent enseigner aux enfants. Vous n'êtes pas bien. Vous voudriez quand même pas que quelqu'un qui est loin de chez nous aille nous expliquer ce qu'on va enseigner à nos gosses. Attendez, sans blague. Le principe du ministre de l'instruction, de l'éducation nationale ou de l'instruction publique, c'est une aberration. C'est une aberration sous l'Ancien Régime. Chacun élève ses gosses comme il l'entend, quoi. Enfin, quoi. C'est ça la souveraineté des familles, en tout cas. Ça existe. Ça existe. L'impôt est réparti dans les métiers établissent leurs normes. Aujourd'hui, les normes professionnelles, elles sont établies de plus en plus loin de la population. Les centres de décision sont de plus en plus éloignés de la population, alors que dans l'ancien temps, les métiers choisissaient pour eux-mêmes. Une norme professionnelle, c'était l'affaire de la profession. Et qui étaient les membres de la profession? Tous ceux qui la pratiquaient.
Et le roi, il était là pour valider, on lui demandait, voulez-vous, Majesté, voilà, nous avons créé telle corporation, nous vous demandons le privilège de nous organiser comme ça et de fonctionner comme ça. Le roi faisait étudier par qui il fallait, il donnait son privilège et la profession fonctionnait comme ça. Et il n'y avait pas un Ouistiti installé à 4000 km de là qui disait non, non, vous allez faire différemment. Vous allez faire différemment. La population était beaucoup plus en possession de sa vie quotidienne et des décisions la concernant. C'est incontestable. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème, et bon sang, je suis quand même bien placé pour les étudier, les problèmes, hein, puisque je suis dedans quasiment à plein temps. Mais de là à dire qu'on a gagné en liberté, on a perdu en liberté, c'est incontestable. De toute façon, à partir du moment où on a remplacé la souveraineté des décisions d'Assemblée générale de village en élection de délégués qui vont être envoyés au loin et puis qui vont revenir vous expliquer ce que l'Assemblée générale a décidé en votre nom, c'est plus la même chose. Hein, c'est plus la même chose. Soit on décide pour soi-même, soit on envoie des gens qui vont décider pour vous. Une fois que vous avez envoyé quelqu'un, vous vérifiez comment qu'il vous représente. Il ne vous représente pas. Une fois qu'il est parti pour prendre des instructions et revenir. Même si ce n'est pas comme ça que ça a été présenté. C'est pas comme ça que ça a été présenté, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Je fais une parenthèse sur les corporations. Tu nous en avais parlé, si tu te souviens, dans le cadre d'une émission que nous avions fait avec toi et Valérie Bugeaud. Et Valérie Bugeaud, oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, donc tu avais été très prolixe sur la question. Mais je voudrais établir un parallèle, Marion, avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Une prophétie de notre prophète national, Jacques Attali, qui date de 2016, je crois, qui prophétisait que nous aurions une révolution en France avant 2022. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à M. Attali parce que je m'intéresse aux gens qui sont capables, comme ça, de se projeter dans l'avenir et de nous annoncer ce qui va nous arriver. Et finalement, quand tu examines la vie politique, la manière dont la société française évolue depuis 2016, depuis 2017, et avec l'opération Covid et l'injection du poison vaccinal, je me suis demandé si finalement ce monsieur ne connaissait pas en détail les mesures qui allaient être imposées au peuple sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan sociétal, hein, qu'on impose par exemple le transgenre dans les écoles, qu'on envoie dans les écoles des travestis pour enseigner à nos enfants que il n'y a pas de problème, ils peuvent devenir comme cela si le cœur leur en dit, si on enseigne à nos enfants qu'ils peuvent devenir petits garçons en étant nés petites filles, qui peuvent se faire opérer. Enfin, il y a un certain nombre de décisions qui ont été imposées à la société française qui laissent supposer qu'évidemment, au bout d'un moment, on va finir par péter les plombs et dire assez, c'est assez. Vous ne touchez pas à nos enfants, vous n'essayez pas d'endoctriner nos enfants dans la sexualité débridée à tous les niveaux, les transformer en tableaux s'ils ont envie de le faire, nous imposer des vaccins sans nous laisser la liberté de choisir ce que nous acceptons de nous laisser injecter dans le corps. Et je me suis dit, finalement, Attali connaît le programme qui nous a été infligé ces dernières années. Et lorsqu'il a dit « je suis sûr qu'il y aura une révolution avant 2022 », il s'est dit « on va imposer tout ça au peuple de France, il est impossible qu'il ne réagisse pas et qu'il ne finisse pas par organiser une véritable révolution pour y mettre un terme. » Alors, toi, en tant qu'historienne, comment tu analyses la situation actuelle? Tu penses aussi qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'on voit bien la manipulation.
On la voit, la manipulation, je veux dire, pousser les gens à bout pour qu'ils sortent de plus en plus à découvert et leur opposer des forces de l'ordre de plus en plus violentes, de plus en plus anonymes, hein, de plus en plus. C'est des Robocop, hein, tous ces flics. On n'arrive même pas à les identifier. Enfin, il y a vraiment on sent vraiment qu'il y a une main malveillante qui essaye de pousser les gens à bout. Maintenant, ma connaissance en histoire ne me donne pas la préscience de ce qui va se passer. Ce que je crois, c'est que le plan a semblé se dérouler sans accroc jusqu'à présent, mais qu'il y a quand même des accrocs dans leur programme. Je suis pas sûr je suis pas sûr, je suis de plus en plus persuadé qu'ils n'arriveront pas à leur fin. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer, parce que je te dis, le rôle de l'historien, c'est pas de se projeter sur l'avenir, c'est d'essayer au maximum d'éclairer le passé. Mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Je crois vraiment qu'ils vont pas y arriver, parce que la réaction peut être la violence de tous contre tous. Ça, c'est le rêve, hein, c'est le chaos généralisé. On va tous se ruer sur son voisin, on va tous s'entretuer, ou alors au contraire recréer des réseaux de solidarité, recréer des réflexes de solidarité venus du fond des âges qui vont simplement renaître et qui risquent de faire capoter le plan. Maintenant, il y a une autre donnée indéniable, c'est qu'on n'est pas tout seul. Que le plan se déroule pour autant que l'État profond, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'OTAN, ceux qui dirigent l'Amérique actuellement et un certain nombre d'États dans le monde qui sont coalisés pour ce plan, ces gens-là sont quand même de plus en plus maintenant battus en brèche par une nouvelle coalition qui est en train de naître. Le plan ne se déroule pas tellement comme ils l'ont voulu. Il y a des accros dans le déroulement. Ce que je fais, ce que tu fais, ce que nous faisons, ça fait partie de ces accros. On était censé être complètement abrutis et continuer de croire que Voltaire était un grand bonhomme et que la révolution, c'est le réveil du peuple, et de plus en plus de gens savent que c'est pas vrai. Moi, je me souviens avant, quand on disait Vive le roi, tout le monde faisait où les cornes, alors que maintenant, oui, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, j'ai dit Vive la République pendant très longtemps, hein. J'ai été vraiment une convaincue de la République jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. C'est en faisant de l'histoire que je me suis rendu compte que la République était une arnaque. Mais jusqu'à ce que je fasse de l'histoire, et de l'histoire précisément de cette période-là, parce que pendant mes études jusqu'au début de ma recherche, tant que j'avais pas étudié la Révolution, je continuais d'avoir cette illusion que la Révolution avait été quelque chose de libérateur. Mais c'est quand on met le nez dedans qu'on se rend compte que c'est absolument pas vrai. Et je pense que les vérités concernant la Révolution sont de plus en plus à découvert. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce que ça a véritablement été. Avant, on se faisait visser le doigt sur la tempe quand on disait ça. Maintenant, on est pris au sérieux. Donc, j'ai bien compris ce que le grand prophète nous raconte. Il ne nous raconte pas des prophéties, il nous déroule son programme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais son programme, je doute qu'il réussisse à l'appliquer. Mais c'est vrai que ce qu'il recherche, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est la ruée de tous contre tous. Et je ne pense pas que ça aura lieu. J'espère que ça n'aura pas lieu. Je ne pense pas que ça aura lieu. Bon, en tout cas, ils font tout pour réunir les conditions. Oh ben ça, c'est clair. Clair. Non, mais c'est provocation d'aller montrer du sexe aux gosses. Non, mais en plus de ça, bon, il y a maintenant, on nous a vendu l'éducation à la sexualité dans les écoles comme une priorité pour protéger les gosses. Mais qui c'est qui protège les gosses de l'éducation et de la sexualité? Tant que les parents n'étant pas conviés, ça peut pas être qu'ils fassent. Les instituteurs jusqu'à présent, ils font profil bas parce que leurs syndicats ont éhontément pris ce parti-là. Hein. Moi, j'ai lu des textes du SNUIPP, non mais la honte, vraiment la honte. Donc, pour l'instant, le reflux n'a pas commencé, mais ça va venir. De plus en plus de gens savent ce qu'on est en train de faire aux enfants dans les écoles. Ça va nécessairement péter à un moment ou à un autre. De toute façon, de plus en plus d'enfants maintenant sont retirés à leurs parents prétendument pour protéger les enfants, alors qu'en fait, c'est pour les extraire de situations dans lesquelles ils sont beaucoup trop protégés par leurs parents et à l'abri de toute cette entreprise de destruction. Donc, je pense que le rouleau compresseur va se renverser. Alors, j'ai une image qui m'a été donnée récemment. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Eh bien, c'est parce que si vous avez un paquebot lancé en pleine vitesse sur l'océan et que pour se sauver, il faut qu'il fasse demi-tour, ben, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? Faire demi-tour à un paquebot lancé en pleine vitesse, c'est laborieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver.
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Mais dès l'instant qu'on sait qu'il faut, vous savez, hein, le Titanic, s'il avait pu faire demi-tour, il aurait fait demi-tour. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'un paquebot, pour faire demi-tour, c'est lent. C'est lent, c'est lourd, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas faisable. Il n'y a pas forcément un iceberg en face. Et je pense que n'importe quel paquebot qui décide de faire demi-tour, il peut. Bon, en tout cas, on est dans une logique d'autodestruction. Tu constates que les Français ne font plus confiance à la politique, aux partis politiques. Oui, mais c'est assez. Non, c'est pas de l'autodestruction de plus faire confiance, c'est l'inverse. C'est s'ils continuent de faire confiance à des gens qui veulent les détruire, qui sont dans une logique d'autodestruction. On est d'accord, mais à résister à l'autodestruction, à cette logique-là, c'est plus de l'autodestruction, c'est de l'autosalvation. Non, mais on est d'accord. Mais disons qu'on a une classe politique qui est devenue tellement médiocre qu'on a l'impression qu'ils veulent se suicider eux-mêmes. Ils veulent nous tuer, nous. Ils veulent nous tuer, nous. Oui, ils veulent dresser le peuple contre eux. Moi, je suis depuis quelque temps les réactions des personnalités politiques sur Twitter. Marion, 95% des réactions face aux personnages de la politique sont négatifs. Les commentaires sont dithyrambiques. Il n'y en a pas un qui trouve grâce à leurs yeux. C'est fou, ça. Tu constates aussi que les médias, un sondage important, 91% des Français se déclarent méfiants par rapport à la politique. 76% des Français considèrent que les médias mainstream sont des instruments de manipulation de l'opinion publique, de désinformation et de conditionnement. Je ne connais pas le pourcentage de parents d'élèves par rapport à l'éducation nationale, mais on a de plus en plus de penseurs qui nous expliquent que l'école est une usine à fabriquer des crétins. Et quand tu regardes le niveau orthographique des jeunes d'aujourd'hui, mais sans aller chercher très loin, même Sarkozy a une qualité orthographique à s'arracher les cheveux. Oh, c'est vrai, je ne savais pas. Oui, absolument, je te le confirme. Je te le confirme. Alors, on constate la médecine avec l'opération Covid, tu constates aussi qu'il y a une rupture de confiance entre le peuple et l'agent médical. Ça c'est clair. Il y a une rupture, il y a une cassure. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de confiance parce que j'ai beaucoup eu maille à partir avec le monde médical dans ma jeunesse. Donc, j'ai une confiance limitée, donc je n'ai pas perdu grand-chose. Mais autour de moi, c'est un effondrement, c'est clair. La perte de confiance dans la justice, la perte de confiance dans la police. Tu vois bien, dans les manifestations, les gens hurlent, tout le monde déteste la police. Et avec les images sur les violences policières que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, je peux comprendre que la colère gronde et qu'à la limite, on soit en situation pré-révolutionnaire, comme je te le disais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça va aboutir effectivement à une véritable révolution. Celle-là, elle ne sera pas colorée parce qu'elle est le résultat du désespoir, de l'exaspération d'un peuple. Oui. La France dispose quand même de la police la plus violente d'Europe. Il n'y a pas un pays d'Europe où la police applique et pratique une telle violence contre les citoyens. Et il paraît je me pose quand même des questions sur à la fois la médecine, la justice, les différents métiers, la police. Je me demande si dans le fond, la masse qui est pour l'instant amorphe n'est pas la masse saine, parce que ce sont toujours les agités qui font le plus de bruit, qu'on voit le plus et qui sont à la commande. Mais quand ceux-là auront disparu, est-ce que ça n'est pas la masse saine de tous ces métiers, y compris dans la police, y compris dans l'armée, y compris dans le monde médical, qui va reprendre le dessus et rétablir une normalité humaine et bienveillante pour la population? C'est ça que je me demande. Je ne crois pas que tous les policiers soient des dégueulasses. Je ne crois pas que tous les juges soient des dégueulasses. Je pense que les juges qui sont dégueulasses sont ceux qu'on voit et sont ceux qui donnent qui prennent les décisions les plus aberrantes. Et Dieu sait si j'en entends parler. Dieu sait si j'en entends parler. Mais je ne suis pas sûr qu'ils représentent la majorité.
Je pense que la majorité est amorphe et que cette majorité amorphe peut se réveiller. Ben écoute, On verra quand ça va toucher leurs propres enfants, quand ça va toucher leur… J'ai pris l'habitude de dire toutes ces années, il ne faut pas toucher au pain ou aux enfants. Ils sont en train de toucher au pain, ils sont en train de toucher aux enfants. Ça peut se renverser. La masse est toujours, c'est jamais les masses qui font les grands mouvements. C'est toujours la minorité. Si la minorité s'effondre, la masse suivra une autre minorité. Et il y a quand même une minorité qui arrivera au pouvoir, et cette nouvelle minorité elle est en train de s'organiser, et ça fait quand même quelques années que ça se passe. Moi, je suis étonné, hein, je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas attirer les foudres de la censure sur des gens bien, mais vraiment, il y a de plus en plus de gens bien et très bien qui émergent, qui se manifestent, qui essayent d'organiser, qui essayent de fédérer, et cette France-là, elle est en train de se constituer. Et si on réussit à renverser la vapeur, la masse suivra. Et je pense que dans tous ces métiers, les bons vont émerger. Les bons vont émerger. Dans tous les métiers, il y a des gens très bien. Dans tous les métiers, il y a des gens très bien. Pour l'instant, ces gens très bien sont terrorisés, ils sont harcelés, ils sont étouffés, on les fait taire, mais ils sont là. Ils sont là. Alors, il y a deux éléments que je souhaite soumettre à ta réflexion, Marion. Sur TV ADP, tu te souviens qu'on a lancé ensemble le grand appel le 15 juin de l'année dernière avec un certain nombre de personnalités. Depuis, je me suis efforcé d'en savoir un peu plus. Et nous avons reçu sur TV ADP des chercheurs, des médecins, des scientifiques à qui j'ai posé la même question. Alors, il y a deux aspects du problème que je veux évoquer. D'abord, l'aspect sanitaire. J'ai demandé à ces chercheurs, à ces médecins, à ces scientifiques, si l'opération Covid n'était pas, selon eux, une conspiration criminelle. Alors, je veux te le dire, c'est un chiffre tout à fait officiel, puisque je l'ai publié dans un livre qui est paru il y a 2 mois. Sur 100 personnes interrogées, 99 m'ont dit « oui, nous sommes dans le cadre d'une conspiration criminelle sur le plan sanitaire ». Alors ça, c'est quelque chose dont l'opinion publique française parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est la conspiration criminelle sanitaire est ce qui revient le plus souvent. Mais il y a un autre aspect dont les gens parlent beaucoup, c'est qu'ils sont convaincus que nous ne sommes ni une démocratie, ni un État de droit. Et j'ai eu une longue conversation avec l'avocat maître Carlo Brusa, qui m'a expliqué qu'il avait déposé plus de 6000 recours devant le Conseil d'État pour des gens qui se plaignaient, effectivement, et que l'ensemble de ces recours ont été balayés d'un revers de la main. Et quand je lui ai demandé à quelle conclusion il était arrivé, il m'a dit « nous ne sommes ni une démocratie, ni un État de droit ». Donc ces 2 points majeurs, le fait que les gens sont persuadés que l'opération Covid a servi à l'injection d'un poison vaccinal, et c'est Luc Montagnier qui l'a déclaré en disant ces vaccins sont un poison. De plus en plus de gens ont compris, compte tenu du nombre d'effets secondaires et du nombre explosif de morts, il y a une surmortalité absolument extraordinaire dans tous les pays massivement injectés, vaccinés. Donc ce sujet-là va devenir, à mon avis, plus présent dans le quotidien des Français. Par ailleurs, si les Français considèrent qu'effectivement la justice ne sert plus à rien parce qu'on n'est pas ni dans une démocratie, ni dans un État de droit, ça a quand même un parfum de fin de régime, tout ça, non? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Savoir comment ça va se renverser, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on ne sait pas. Moi, je pense vraiment que la partie saine de la population est toujours là. Je revois les foules gigantesques des Gilets jaunes. C'est ce qu'on appelle la France des braves gens.
La France des braves gens. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont rentrés chez eux après s'être fait taper dessus et bornière à chaque fois, bon, de la façon dont on a vu, ils sont toujours là. Et ils sont la partie saine de la population. C'est une partie massive, transgénérationnelle. Et concernant tous les métiers, enfin, je veux dire, tous les âges, tous les métiers, toutes les régions. C'est la France authentique. Cette France, elle est toujours là. Elle n'est pas au pouvoir, elle n'a pas les médias, mais elle remue. Elle remue. Et je pense, je crois à l'émergence d'une nouvelle minorité qui saura, bon, avec le souffle de l'histoire, avec le souffle, le vent de l'histoire en cours, quoi. Je veux dire, ces renversements à l'échelle internationale, ces renversements d'alliance, c'est quand même phénoménal ce qui est en train de se passer. C'est phénoménal, c'est phénoménal. Je veux dire, l'Occident n'est absolument plus, définitivement plus, l'Occident, ce qu'on montre de l'Occident n'est définitivement plus crédible sur la scène internationale, c'est clair et net. Donc l'Occident, c'est nous aussi, nous qui sommes opprimés par cette minorité venue d'ailleurs et qui nous impose sa loi et sa tyrannie, nous sommes dessous, et quand ce flot, quand ce vent tempétueux d'horreur et de mal et de satanisme sera renversé, ben nous on sera dessous et on sera toujours là, et on sera pas balayé, je ne pense pas, mais on fera alliance avec des nouvelles alliances avec les pays qui sont en train d'émerger sur la scène internationale. C'est extraordinaire ce qui se passe. Mais je dis, c'est la lenteur du paquebot, quoi. C'est la lenteur du paquebot. On sait qu'il faut que le paquebot réussisse son demi-tour, pas dans l'autre sens. Eh ben, c'est long, puis ça fait beaucoup de remous. Hein. Ça fait beaucoup de remous. Mais ça fonctionne quand même. Tant qu'il y a un capitaine à la barre, ça fonctionne quand même. Le capitaine, c'est nous. Donc, ce sera un retour aux fondamentaux. Mais oui, mais les fondamentaux, ils sont universels en plus. Les fondamentaux sont universels. Un homme est un homme, une femme est une femme, un enfant doit être protégé, le sexe c'est pour les adultes, ça relève de l'intimité, le bien commun c'est ce qui doit être promu. Enfin, je veux dire, les fondamentaux, ils sont simples. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tu te rends compte, on est dans un monde où pendant un temps, il dit venez, des clubs rencontres de gens mariés, c'est-à-dire venez, on va vous organiser l'adultère. Comme si la stabilité des familles, des ménages, c'est pas un bien en soi. Non, c'est plus un bien. Maintenant, on va s'amuser, on va détruire les ménages, on va détruire les couples. Pourquoi? Parce qu'on a bien le droit. Non mais merde, c'est satanique, c'est ça le mal. C'est ça le mal, c'est le renversement des valeurs. Mais les valeurs, elles sont universelles. Je veux dire, le couple, c'est bien, la famille, c'est bien, l'autorité des parents, c'est bien, les enfants doivent grandir protégés par leurs parents et pas arracher leurs parents pour rentrer dans des foyers où on leur apprend toutes les perversions. Je veux dire, enfin, c'est bon, là, on voit bien qu'il délire. On voit bien qu'il délire. Il délire, le bon sens reprendra le dessus. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Marion, je te remercie infiniment. C'est toujours un grand plaisir de t'entendre. Merci, et Eric. Un enrichissement pour l'esprit. Merci. D'avoir accepté d'être présente sur TVADP. Merci tout le monde. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Listen.